2 heures après que ma fille m'a traité d'ignorante et de moins que rien, je l'ai vue en train de rire aux éclats dans une boutique de cristal avec sa belle-mère, des sacs de luxe posés négligemment au sol et de larges sourires aux lèvres, comme si de rien n'était. Mais cela s'est passé plus tard, car tout a véritablement commencé bien avant. Je m'appelle Monique Bernard. Nous étions le jour de l'an, au début du mois de janvier 2026, lors d'un déjeuner chez moi, dans la banlieue de Lyon. Rien de somptueux, juste de ces plats qui demandent des heures de cuisson et qui sont destinés à des gens qui s'imaginent que votre temps leur appartient de droit. Ma fille, Chloé, est entrée avec fracas, sur d'elle, distribuant des bises comme si elle était en campagne électorale. Son mari, Julien, la suivait en silence, son téléphone déjà greffé à la main. Quant à sa belle-mère, Béatrice, elle affichait ce sourire permanent, celui qui ne plisse jamais le coin des yeux. Mon frère Jean-Pierre est arrivé le dernier, apportant une galette des rois achetée en route parce qu'il oublie toujours le dessert. Il m'a adressé un clin d'œil complice, sachant d'avance que ce repas ferait partie de ces moments éprouvants. Avant même que nous ne passions à table, Chloé s'est penchée vers moi pour me dire de lui rappeler de me faire signer un document plus tard, prétendant que ce n'était rien d'important. Après le déjeuner, quand j'ai insisté pour savoir de quoi il s'agissait, elle a levé les yeux au ciel en disant que c'était juste un petit détail administratif, comme un automatisme. Nous nous sommes assis, les assiettes ont cliqueté, l'odeur du rôti flottait dans l'air, et c'était à peu près tout pour l'ambiance. Elle parlait énormément de ses projets, de ses travaux de rénovation et de son emploi du temps surchargé. J'écoutais, pour l'essentiel, car j'ai appris il y a bien longtemps que les gens finissent par tout vous dire si vous ne les interrompez pas. À un moment donné, Jean-Pierre m'a regardé en haussant les sourcils, comme pour me demander si j'entendais bien ce qu'il entendait. Oui, je l'entendais, et je jure qu'une partie de moi se sentait déjà fatiguée, pas blessée, juste lasse, comme lorsqu'on réalise qu'on va devoir nettoyer un désordre que l'on n'a pas causé. C'était juste avant qu'elle ne décide de transformer la situation en plaisanterie. Nous étions au milieu du repas lorsqu'elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, juste assez pour balayer la table du regard comme si elle en était la propriétaire. D'une voix légère et enjouée, elle a lancé que sa mère n'avait même pas terminé ses études supérieures, qu'elle avait simplement eu de la chance, se trouvant au bon endroit au bon moment. Elle a ri la première, c'était important pour elle. Sa belle-mère a souri, d'un sourire étroit et pincé, une approbation sans trace de doigt. Mon gendre fixait son assiette, manipulant sa fourchette comme si elle était soudain devenue fascinante. Je l'ai regardé choisir le silence, car les gens pensent que le silence est neutre, alors qu'il ne l'est jamais. J'ai senti mon visage rester impassible, ce qui m'a surprise, car je m'attendais à une montée de chaleur, mais rien n'est venu, juste un vide tranquille dans ma poitrine. Honnêtement, je me suis dit que c'était donc maintenant que cela se passait. Elle a continué en disant qu'elle ne voulait pas m'offenser, que je m'en étais bien sorti, mais qu'il fallait être réaliste, sans diplôme et sans stratégie, ce n'était que de la chance. Jean-Pierre s'est raclé la gorge, sans hausser le ton, car il ne le fait jamais, et a dit calmement mais fermement que c'était ma mère et qu'elle lui devait le respect. L'atmosphère a basculé, non pas vers moi, mais loin de lui. Chloé a ri de nouveau, plus fort cette fois, en lui disant de se détendre, que c'était une blague et que tout le monde le savait. Elle a lancé un regard à son mari, le mettant au défi de la contredire, ce qu'il n'a pas fait. Sa belle-mère a acquiescé en ajoutant qu'elle ne faisait qu'être honnête et que les gens étaient trop sensibles de nos jours. J'ai pris une bouchée lente, j'ai mâché et j'ai avalé. Je pouvais entendre l'horloge de la cuisine qui tiquait, un bruit de plastique bon marché. Je me souviens avoir pensé à quel point tout me paraissait clair à cet instant précis, sans aucune confusion ni doute. Je ne l'ai pas interrompu, je l'ai laissé finir, parce que certaines personnes ne comprennent la structure d'une pièce qu'après avoir brûlé le pont derrière elle. Je n'ai pas élevé la voix, je ne me suis pas précipité. J'ai posé mon verre, le son a été léger, mais il a résonné plus lourdement que son rire. Tout le monde l'a remarqué, même son mari a fini par lever les yeux. J'ai souri à ma fille, ni chaleureusement, ni froidement, juste avec assurance. J'ai répété le mot ignorante, laissant le silence s'installer, avant d'ajouter qu'au moins, j'avais appris à ne pas mordre la main qui me nourrit. Son sourire s'est figé, juste une seconde, assez longtemps pour que je le voie. J'ai poursuivi en lui disant de profiter de son déjeuner et de son année, car ce serait peut-être son dernier repas facile. Sa belle-mère s'est redressée sur sa chaise, marmonnant un « pardonnez-moi » comme si elle était offensée par principe. Jean-Pierre a bougé à mes côtés, mais il n'est pas intervenu cette fois, il savait qu'il valait mieux se taire.
Ma fille a ricané en disant que c'était dramatique et a fait un geste de la main pour balayer l'émotion et la culpabilité qu'elle trouvait épuisante. Son mari a eu un petit rire nerveux, par pur réflexe, en demandant de ne pas en faire toute une histoire. J'ai acquiescé en précisant que ce n'était pas mon intention. C'était la vérité, je n'étais pas émotive, je n'étais pas blessée, je voyais clair d'une manière qui n'arrive que lorsque les pièces d'un puzzle s'emboîtent enfin. La table est restée silencieuse après cela, personne n'a tenté d'arrondir les angles, pas de blague, pas de suite. Ils pensaient tous que j'avais eu mon petit moment et que ce n'était qu'un avertissement de plus que je ne mettrais pas à exécution. J'ai repris une bouchée, tout avait bon goût. À l'intérieur de moi, quelque chose s'était refermé, sans bruit, comme un verrou qui glisse. Ils ont continué à manger et je les ai laissés faire. 2 heures passèrent. Après avoir chargé de lourds sacs de croquettes et de médicaments dans ma voiture chez le vétérinaire, j'ai pris le chemin le plus long pour rentrer. En passant devant la zone commerciale, je les ai aperçus à travers les vitrines d'une boutique. Ma fille utilisait sa carte, ma carte, sans l'ombre d'une hésitation. Elle riait encore, dépensant ma sueur et mes larmes comme si c'étaient les siennes. Je ne l'ai pas arrêtée à ce moment-là, je l'ai juste observée depuis le trottoir, gravant dans ma mémoire ce regard de supériorité sur son visage. C'était la dernière fois que ce morceau de plastique fonctionnerait. Je savais alors que la mère sans éducation était sur le point de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Sa belle-mère s'est penchée pour lui dire quelque chose que je n'ai pas entendu, mais j'ai deviné le mouvement des lèvres disant que tout allait bien. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû. Avez-vous déjà observé quelque chose en sachant qu'une limite était franchie, sans pour autant vous arrêter? J'ai repensé à la table du déjeuner, à la blague, au silence et à la façon dont elle m'avait regardé comme si je faisais déjà partie du décor. J'ai démarré le moteur et je suis parti. C'était l'instant précis où j'ai arrêté de la couvrir. Je n'ai pas eu besoin d'entrer dans le magasin. C'est dans la voiture que les souvenirs se sont alignés, non pas de manière dramatique, mais comme des faits empilés au fil des ans auxquels j'avais prétendu ne pas prêter attention. Je me suis revu assise au bureau d'une banque, le stylo lourd dans ma main, signant pour sa caution immobilière parce que son dossier n'était pas suffisant. Elle m'avait serré le bras en me promettant que c'était temporaire. Je l'avais cru, et cette erreur était la mienne. Je me suis souvenu de l'appel concernant un retard de paiement, des frais qui s'accumulaient, et de la façon dont j'avais viré l'argent avant même que son mari ne le sache. Une solution discrète, sans sermon. Je me disais que je l'aidais à sauver les apparences. Je me suis souvenu de l'histoire des dettes de carte de crédit, elle avait pleuré ce soir-là, de vraies larmes. J'avais couvert la dette en lui disant de ralentir. Elle m'avait serré dans ses bras comme une enfant qui venait de se brûler. À l'intérieur de la boutique, j'ai vu sa belle-mère lui murmurer à l'oreille et j'ai saisi assez de mots lorsqu'elles ont regardé le terminal de paiement, c'est pratiquement à toi de toute façon. Ma fille a ri, d'un rire facile et confortable. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine, non pas de la colère, mais de la reconnaissance. Je comprenais enfin la forme de ce que j'avais construit autour d'elle, un mur protecteur, douillet, qui la rattrapait à chaque chute avant qu'elle ne ressente la moindre réalité. J'aurais pu entrer, j'aurais pu la prendre à part, murmurer des avertissements comme je le faisais toujours. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, la regardant signer le reçu sans même vérifier le montant, tandis que sa belle-mère hochait la tête comme un investisseur fier vérifiant ses dividendes. J'ai allumé la radio pour briser le silence, d'abord des parasites, puis une musique sans importance. Voici la partie la plus difficile à admettre, j'ai ressenti un soulagement, un véritable soulagement, comme si je posais un fardeau porté depuis si longtemps que j'en avais oublié qu'il était mien. La protection ne fonctionne que lorsque la personne protégée sait qu'elle existe. Ce jour-là, j'ai lâché prise. Dans ma région, les gens pensent souvent que l'absence de diplôme est synonyme d'échec, c'est une pensée paresseuse. J'ai quitté l'université la semaine après la mort de mon mari, terrassé par une crise cardiaque sur le parking d'un supermarché. Il n'a même pas atteint la voiture. Un seul coup de fil et ma vie s'est brisée en deux. La scierie familiale perdait de l'argent, les commandes étaient en retard, les machines étaient plus vieilles que moi et les employés ne pensaient pas qu'une femme tiendrait un mois. Je me souviens d'abord de l'odeur, le bois mouillé, l'huile, l'air froid qui vous brûle la gorge si vous respirez mal. L'un des directeurs m'avait regardé par-dessus son bureau en me demandant si j'étais sûr de vouloir faire ça. Je lui avais répondu que non, mais que je le ferais quand même. J'ai appris en faisant des erreurs, de mauvais contrats avec des fournisseurs, des camions tombant en panne en pleine livraison,
une semaine où j'ai dormi sur une chaise pliante au bureau parce qu'il fallait boucler la paie et que je ne pouvais pas partir. J'ai voulu abandonner 100 fois, mais je ne l'ai pas fait, surtout parce qu'il n'y avait personne à qui passer le relais. La région avait toujours besoin de bois, pour les ébénistes, les constructeurs, ces entreprises discrètes qui paient alors si vous ne leur mentez pas. J'ai cessé de prétendre que je savais tout, j'ai posé des questions, j'ai écouté. Il s'avère que cela compte comme une éducation, même si personne ne vous remet de diplôme pour cela. Des années plus tard, le notaire de mon mari m'a convoqué. Un homme d'un certain âge, à la voix prudente. Il a fait glisser les documents de la succession sur la table, m'expliquant qu'il m'avait fait confiance et que j'étais l'unique administratrice de tous les biens. Cela signifiait que j'avais le dernier mot sur chaque centime, chaque propriété et chaque rente. Même si j'avais choisi de rester silencieuse jusqu'à présent, j'ai demandé ce que cela signifiait en langage clair, et il a répondu « autorité totale ». C'était tout. Pas de cérémonie, pas d'annonce, juste une responsabilité pesante. Je n'en ai pas parlé à ma fille, je ne pensais pas que cela importait, elle avait sa vie, j'avais la mienne. J'ai gardé les choses séparées, et c'était peut-être là mon erreur. C'est ici que je brise le mur un instant, car je sais ce que cela laisse paraître, comme si je cachais quelque chose. Peut-être était-ce le cas, ou peut-être étais-je simplement fatigué de devoir me justifier auprès de gens qui avaient déjà décidé de qui j'étais. À l'époque, je croyais que le pouvoir parlait de lui-même et que le silence était neutre. Au moment où ma fille m'a traité d'ignorante à cette table, je connaissais déjà la vérité, le pouvoir ne disparaît que lorsque vous prétendez qu'il n'existe pas. Je n'ai pas appelé ma fille, je n'ai prévenu personne. J'ai conduit jusqu'en centre-ville et je me suis garé à ma place habituelle. Mon avocate, Maître Hélène, a fermé la porte derrière moi et m'a demandé si j'étais certaine. J'ai hoché la tête, c'était ma seule réponse. Elle a étalé les documents du trust entre nous, des années de planification que mon mari avait faites discrètement, comme s'il savait que ce jour viendrait. Hélène a tracé une ligne du doigt, me confirmant que j'avais toute autorité. J'ai dit, faites-le. Elle n'a pas précipité les choses, c'est pour cela que je la paie. Elle a passé en revue chaque section, lisant à haute voix les privilèges d'accès, les limites de dépenses et les suspensions temporaires. Rien de permanent encore, juste assez pour arrêter l'hémorragie. Comme ma fille n'était qu'une utilisatrice autorisée sur les comptes liés à la succession, je pouvais révoquer son accès immédiatement. J'ai exigé que chaque carte secondaire soit désactivée avant le coucher du soleil. Elle m'a demandé si je voulais qu'il soit notifié, j'ai répondu pas encore. 3 jours ont passé ainsi, entre papier, courriel et confirmation. J'ai signé là où il le fallait, paraphé les marges, sans trembler, sans moment dramatique, juste mon nom répété encore et encore dans cette même écriture cursive que j'ai depuis le lycée. À un moment, Hélène m'a demandé si je voulais qu'elle soit présente quand je leur dirais, j'ai secoué la tête en précisant qu'elle enverrait la notification après le dîner. Elle a trouvé cela froid, j'ai corrigé en disant que c'était simplement net. Plus tard ce soir-là, alors que j'étais sur ma terrasse à regarder le coucher du soleil, mon téléphone a enfin vibré, une notification de paiement refusée, puis une autre. J'ai retourné le téléphone et j'ai continué à marcher. Voici la vérité que je ne dis pas souvent à voix haute, l'écrire est plus lourd que de le dire, car les mots s'envolent mais le papier reste. Quand je suis rentré, tout bougeait déjà sans moi. J'ai appelé ma fille le matin même, gardant une voix égale, l'invitant à dîner pour clarifier les choses. Elle a marqué une pause, puis a ri comme si elle avait déjà gagné, disant qu'elle apporterait le vin. Ils sont arrivés pile à l'heure, tout sourire. Son mari portait la bouteille comme une offrande de paix, sa belle-mère m'a fait une bise rapide, balayant déjà la pièce du regard. Jean-Pierre n'était pas là, je ne l'avais pas invité, je n'avais pas besoin de renfort. Nous nous sommes assis, les plats étaient chauds. Personne n'a mentionné le déjeuner d'il y a quelques jours, c'est leur façon de faire, prétendre que le silence équivaut au pardon. Ma fille s'est installée confortablement en disant qu'elle était contente que j'ai appelé et qu'elle savait que je finirais par me calmer. J'ai acquiescé en disant que je ne restais jamais en colère longtemps. Son sourire s'est élargi, ce qui n'a provoqué en moi aucune colère, juste une confirmation. Au milieu du repas, j'ai pris une gorgée d'eau et j'ai posé le verre, le même geste que la fois précédente. J'ai annoncé qu'après le repas, mon avocate assurerait le suivi. Sa fourchette est restée en suspens, son mari a levé les yeux, sa belle-mère s'est raidie. Chloé a demandé, avec un sourire forcé, pour quel papier un avocat était nécessaire.
J'ai répondu qu'elle n'avait pas à s'en soucier pour le moment. Elle a ri en disant que je n'avais pas besoin de les effrayer avec de grands mots car nous étions une famille. Exactement, ai-je répliqué. Sa belle-mère a demandé si c'était une question d'argent, trouvant cela inutile. J'ai haussé les épaules en disant dit non d'abord. Ils ont échangé des regards calculateurs. Ma fille a bu une longue gorgée de vin, trop longue. J'ai vu sa main trembler en reposant le verre, elle ne l'a pas remarqué ou a fait semblant. Quand les gens pensent que vous allez vous excuser, ils cessent d'écouter, ils écrivent déjà la fin dans leur tête. Nous avons fini de manger sans précipitation, j'ai laissé le silence s'étirer. Une fois les assiettes débarrassées, j'ai plié ma serviette et j'ai fait glisser l'enveloppe blanche et épaisse sur la table. Ma fille a ricané en demandant ce que c'était, avant de repousser l'enveloppe du doigt. J'ai dit que c'était déjà fait. Son mari a demandé ce qui était fait, et je l'ai regardé en répondant « l'administration ». Elle a ri nerveusement en disant que je bluffais, que je parlais toujours ainsi quand j'étais contrarié. J'ai secoué la tête, je ne bluffe jamais. Sa belle-mère est intervenue, la voix tendue, parlant de drame inutile. J'ai répondu qu'il n'y avait aucune confusion, juste une question de temps. Ma fille a ouvert l'enveloppe et son visage a changé de couleur par étapes, l'irritation, l'incrédulité, puis la panique. Elle a balbutié que ce n'était pas possible, que ses cartes ne fonctionnaient plus. J'ai confirmé que l'accès était suspendu. Elle s'est levée, criant que je ne pouvais pas faire ça sans prévenir. J'ai répondu que je le pouvais, et que je l'avais fait. Ses yeux se sont tournés vers son mari, l'accusant d'être au courant, mais il a nié farouchement. Puis elle s'est tournée vers sa belle-mère qui lui avait assuré que tout irait bien. Sa belle-mère s'est redressée en disant qu'elle avait supposé. « Tu as supposé » a crié ma fille, la voix brisée, « tu m'as dit que c'était pratiquement à moi. » Je suis restée silencieuse, laissant la scène se jouer. Elle s'est effondrée sur sa chaise, l'air expulsé de ses poumons. Ses mains, d'ordinaire si promptes à pointer et à se moquer, tremblaient sur le bord de la table. « Maman, s'il te plaît » a-t-elle murmuré, perdant enfin son arrogance, « je ne le pensais pas, c'était juste une blague. » Je n'ai pas bougé. Son mari lui a murmuré de se lever, plus embarrassé que craignant pour elle. J'ai alors parlé lentement pour énoncer les faits, l'accès est suspendu, les comptes sont intacts, personne n'est ruiné, mais plus personne n'est protégé. Elle a pleuré plus fort, de vrais pleurs cette fois, désordonnés. J'ai dit que c'était bien là le problème. Je me suis levé, j'ai rangé ma chaise et j'ai annoncé que mon avocate ferait le suivi par écrit. Je l'ai raccompagnée elle-même à la porte, sans cri, sans esclandre. Je savais que dès le lendemain matin, des notifications formelles parviendraient à son mari et à l'adresse légale de sa belle-mère, clarifiant exactement qui contrôlait les actifs dont il s'était vanté. Quand j'ai fermé la porte, la maison m'a paru plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les semaines suivantes furent silencieuses. Ma fille n'a pas appelé. Son mari a envoyé un court message parlant de malentendus, puis plus rien. Sa belle-mère est restée polie en public, des hochements de tête, de petits sourires, mais plus d'invitations. Les amis ont disparu encore plus vite, ceux qui aimaient les brunchs et les compliments. Quand les cartes ont cessé de fonctionner, les conversations de groupe se sont tues. J'en ai entendu parler par Jean-Pierre. Un après-midi, ma fille est venue seule, sans maquillage, avec une voiture que je ne connaissais pas. Elle s'est tenue sur le perron et a dit qu'on la traitait différemment. J'ai répondu que je le savais. Elle a avoué qu'il n'avait plus besoin d'elle, qu'il se disait occupé, que ce n'était pas personnel. Sa voix s'est brisée en disant qu'elle le ressentait pourtant comme tel. Elle voulait du réconfort, je pouvais le voir, mais je ne lui en ai pas donné, car le réconfort sans changement n'est qu'un autre crédit. J'ai revu mon avocate et j'ai signé les documents finaux pour restructurer la succession. Les fonds qui lui étaient destinés ont été redirigés vers une bourse d'études pour des femmes qui, comme moi, ont dû construire leur vie sans diplôme. Je lui ai dit plus tard, non pas pour la punir mais pour être honnête, qu'elle avait raison, je n'avais pas d'instruction, car je n'avais jamais appris à pardonner la trahison. Elle a pleuré, je l'ai laissé faire, sans l'arrêter mais sans la prendre dans mes bras non plus. S'il y a une leçon à tirer, c'est celle-ci, l'indépendance bâtie sur le silence d'autrui n'est pas de l'indépendance, c'est un terrain emprunté, et ce terrain disparaît à la seconde où le propriétaire se redresse. Je vais toujours chez le vétérinaire pour mon chien. Elle s'appuie toujours contre ma jambe, fidèle et constante d'une manière que mon propre sang n'a jamais su être. Même routine, même médicament.
Certaines choses se gardent parce qu'elles sont vraies, d'autres se libèrent parce qu'elles n'ont toujours été que prêtées, et je me demande encore laquelle de ces deux actions est la plus difficile.